Bonjour à tous, c'est déjà l'heure d'une nouvelle série de prédictions pour la WWE avec Night of Champion. À mes côtés, il y a Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Ah, très bien. Donc, avant de passer aux prédictions, t'es prêt à parler un peu d'une ancienne gimmick? Ah, comme toujours, bien sûr. Ben, C'est le genre de je... choses qui ne ça se refuse pas, on va dire. ouais, surtout que ça fait plusieurs semaines que tu parles que tu voudrais faire cette gimmick-là en particulier. Donc, si tu veux la présenter, je te laisse la place. Ah bah, avec grand plaisir. Donc, pour resituer un peu le contexte, sa première apparition, je vais pas d'abord pas dire qui c'est, comme ça, moi, ce sera plus simple. Sa première apparition, c'était à la WCW, et moi, il me semble, la première fois où je l'ai vu, c'était dans un Halloween Havoc ou un truc comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est moche. Le mec, bon, il est grand, d'accord, il est imposant, mais il bouge encore plus difficilement que le Great Khali, si ça existe. C'est difficile Donc à croire, là. oui, son nom, c'est donc Giant Gonzalez. C'est, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Giant Gonzalez déjà. Mais Tu- est-ce que tu sais combien de temps qu'il est resté à la WWE? Parce que c'est environ, je pense, c'est 8 mois, je pense. Bah, apparemment, attends, 8 ou 9 mois. je vois il a signé en 93 Oui, il a et, débuté au Royal Rumble. et apparemment en octobre, il quitte la compagnie. Oui, exactement. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 4 octobre dans la bataille royale pour déterminer le nouveau champion intercontinental. Mais c'est quand même assez particulier parce qu'il suffit de le voir pour dire que on dirait quelqu'un sur des échasses en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si c'est vrai, on dirait. Mais Tu, bon, tu, d'accord, ouais, tu tu disais, voulais vas-y. dire que sa grandeur faisait pas naturel? Ouais, moi la première fois, je pensais que c'était un. Je pensais vraiment hein, quand j'étais gamin, la première fois où je l'ai vu, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui était perché sur des échasses. Vraiment. Mais Et est-ce en plus, je sais pas si tu te souviens de son costume qu'il lui avait fait où il y avait une sorte de fausse fourrure. oui, ben Je sais pas si. c'était un costume complet de tout le corps où c'était des muscles qui étaient dessinés. À certains endroits stratégiques, il y avait de la fourrure. Alors attends, il faut que je vérifie quelque chose. Oui, il me rappelle Dent de Sabre dans les X-Men. Sabertooth, ça dit quelque chose, non? Non, pas comme ça, Non? là. Bah, tu regarderas après la photo, tu verras que tu verras pourquoi ça me fait penser à ça au niveau de son costume. Je vais essayer de te trouver une photo et de t'envoyer le lien, histoire que Mais quand même tu vois de quoi je parle. est-ce C'est... Oui. est-ce que tu sais que c'est la seule personne dans l'histoire de WrestleMania à avoir été capable de faire quelque chose contre l'Undertaker? Euh... Ah non. Non? Ah non. C'est le seul qui a pas été vaincu de façon clean par l'Undertaker à WrestleMania. D'accord, je savais pas ça. Pourtant, bon, c'est Parce que si je me ouais. souviens bien, Harvey Whippleman il avait donné du chloroforme au Giant Gonzalez pour essayer d'endormir l'Undertaker, puis il avait été disqualifié pour ça. D'accord. J'avais pas vraiment souvenir. J'ai plus souvenir de lui à la WCW. Parce que c'était à l'époque où ils avaient toutes les gimmicks un peu foireuses. Même très foireuses, on peut pas le dire. Il C'est s'appelait El Gigante, El Gigante, ouais. Oh là là. Quelle horreur. mais il était là quand même Mais assez longtemps, il était là 3 ans à la WCW. 3 ans, oui, c'est bien ça. Et oui, bah effectivement, c'est bien ce que je t'avais dit. Le Chamber of Horrors. Donc c'était à Halloween à Vox. Ah ouais. Oui, c'était le Donc combo que le... Ouais, comment il s'appelait? Il y avait le... Abdullah de Butcher avait été oui, électrocuté à la fin. il se fait électrocuter. Ouais. C'est même Cactus Jack qui allume le. L'électricité. Oui, il me semble que c'est ça. Mais c'est quand même particulier parce que c'est un peu le problème de ces lutteurs qui font quand même. En plus, il fait quand même 2 m 31. C'est quand Ouais. même pas rien pour un athlète. Mais hormis sa taille quand même imposante, qu'est-ce qu'il pouvait apporter? Ce mec, il avait aucun charisme. Je sais pas si tu te souviens. Ben, si on regarde sa fiche à la WWE, il était là principalement seulement pour l'Undertaker parce que la rivalité a continué jusqu'au SummerSlam. Donc je me dis que c'était peut-être seulement pour avoir un adversaire imposant pour l'Undertaker. C'est très possible. Mais à côté de ça, il y a quelque chose dont nous, fans de catch, on ne sait pas exactement, c'est qu'il a été aussi joueur de basket. Hmm. Un parcours un peu comme le Big Show, parce que lui tout, il a Euh, commencé comme ça. ah, je savais pas que Big Show il avait joué au basket avant.
Au basketball, je savais pas. C'est lui Là, que, je pense que c'était une partie de basketball que justement Hulk Hogan l'a remarqué puis l'a recruté pour le Power Plant. parce qu'apparemment, j'ai vu qu'il a été sélectionné en équipe nationale, mais il apparaît pas aux Jeux Olympiques de 88. D'ailleurs, mon père, qui est un grand fan de basket au niveau mondial, quand j'ai consulté la fiche Wikipédia, je lui ai montré, pour lui, c'était inconnu au bataillon, donc c'était impossible qu'il avait participé aux Jeux Olympiques. Ou peut-être qu'il y a eu une blessure avant les Jeux, il a pas pu y participer, peut-être. Mais apparemment, il a été drafté par les Hawks d'Atlanta en 88 apparemment, mais il pouvait pas supporter le rythme de jeu. C'est normal vu la taille du garçon, et apparemment il met fin à son contrat la même année où il a été drafté. Donc, et c'est l'année suivante où il signe à la WCW. Et c'est même Ted Turner qui le fait signer. C'est Ok. pour dire à quel point Ted Turner il connaissait énormément de choses dans le milieu du catch. Bon, Mais bon, à la limite, on peut pas lui en vouloir parce que n'importe qui l'aurait fait signer. oui, parce Même que, si c'est pour un contrat de 6 mois. parce que justement, à la lutte, surtout, on recherche quelque chose qui impressionne. Puis, par sa grandeur, déjà, il est impressionnant. Exactement. D'ailleurs, ça aurait été rigolo de de le voir côte à côte avec Rey Mysterio ou un lutteur d'un petit gabarit comme ça, histoire de voir la différence. Mais est-ce que le Giant Gonzalez était plus grand que André? Il me semble que oui. Il me semble qu'André, il n'y a jamais... Enfin, apparemment, sa taille, elle dépendait surtout des annonceurs. Donc, Ça variait mais, beaucoup. il me semble que c'était 2 mètres 2 15. fois 24. 7 pieds 4. 2 mètres 24. Ouais. T'as raison, ouais, t'as raison. Je t'aurai de vérifier le temps qu'on parlait. Ouais. Pourquoi quand même, ouais, il y a quasiment 10 cm d'écart, ouais. Mais c'est pas beaucoup rendu là 10 cm. Mais comme quoi, tu prends André avec quand même énormément plus de charisme que le Giant Gonzalez. Oui, c'est clair, on peut pas lui enlever ça. Ouais. Et apparemment, il a fait aussi il a essayé de faire une petite carrière à Hollywood. Et il a joué dans un épisode d'Alerte à Malibu, donc Baywatch en anglais. Donc ça, je savais pas. Moi non Apparemment, plus, je m'en souvenais pas. selon Alerte à Malibu, je regardais plus les gonzesses qui couraient sur la plage au ralenti que. Enfin, ça c'est Une autre histoire. Oui, c'est un titre personnel. Et apparemment, il aurait joué aussi dans la série de Hulk Hogan. Ça s'appelait comment? Thunder in Paradise. Ouais, Thunder in Paradise, oui. Ouais. Ou en français, nous, c'était Danger sous le soleil. Puis toi, tu m'avais dit que c'était Paradis Offshore, je pense. Caraïbes Offshore. Caraïbes Offshore. Et apparemment, je regarde le magazine Power Slam lui donne le palmarès du pire catcheur de l'année 93. Donc quelque part, bon, on peut comprendre. Et la pire rivalité de Wrestling Observer, la pire rivalité de l'année pour sa rivalité contre l'Undertaker. Ouais, c'est pas bien pour lui. Mais le mieux que c'est classé dans le PWI, c'était en 1991, en 112e Oui, position. 112e, oui. Ouais. Eh ben. C'était Donc, l'histoire. pour ceux qui n'ont jamais vu, regardez le match dont je vous ai parlé, le Chamber of Horrors. Bon, vous allez voir que déjà, c'est un match qui est quand même... Il porte bien son nom. Oui. Il faut le voir une fois, histoire de rigoler un petit peu. Mais on le regarde pas une deuxième fois, généralement. Non. Tu l'as vu une fois, tu passes... Ça reste imprégné, ouais. Voilà, mais enfin, vous allez voir l'apparition qu'il fait dedans, il me rappelle. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. Je sais pas si tu te souviens, c'était à l'époque de la NWO. Il y avait un Halloween Havoc où il y avait un type qui était déguisé en momie. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens de la momie qu'il y avait eu dans la CW de la WWE. J'essaie de retrouver un peu ce que j'avance. Ou alors c'était le Yeti, s'appelait, je sais plus. Ouais, Ron Race. Ouais, de Yeti. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était lui, en fait, qui était sous ce machin-là. Mais ça aurait pu aussi. Mais apparemment, c'est Ron Race. Il est 2m18. Ouais.
C'est comme sur la photo, il était un peu plus grand que le Big Show. Il y a quelques photos qui circulent. Mais apparemment, ben, c'est pas le même. Ça te rassure ou... Ouais, quand même. Je me suis souvent posé la question si c'était lui. Et... Bon, c'est pas que ça me rassure, mais ça me calme un petit peu. Ta momie, elle était dans le floc de Raven? Ah, je sais plus. Reese. Il y faudrait que je le avait voie sans. la tête un peu chaude, mais il y avait un mohawk sur le dessous au milieu. Non, c'est lui, sérieux. Ouais. Ah, Reese. d'accord. Eh ben écoute, attends, je vais vérifier quand même un peu ça, parce que c'est pas que ça me... Effectivement, ouais. D'accord. Eh ben, je voyais pas ça comme ça, tu vois. Alors, on l'a jamais vraiment vu non plus à l'avant. Il était tout le temps dans le floc, il était toujours à l'arrière aussi. Ouais, mais bon. C'est un peu comme Big Dick Dudley à la ECW. Il y a beau être toujours en retrait. Bon, tu t'en souviens quand même un petit peu. Ouais. Tout du moins en photo. Donc, t'étais prêt à passer aux prédictions? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, Giant Gonzalez, on a fait le tour et... Bon, je suis content que ça soit passé. Oui, c'est ça. Ben, tu n'attendais depuis tellement longtemps. Ça pour dormir à soir. C'est bon, on fera le Shockmaster le mois prochain. Oh, le Shockmaster, ouais. Je t'ai dit que je voulais acheter un t-shirt avec le Shockmaster. Il y a des t-shirts qui tournent sur internet. Va falloir que j'en achète un. Il est rendu avec Culte. Oh oui, oui. Mais enfin, ça, on va s'en réserver pour une autre fois. Oui, on va s'en parler une autre fois. Donc, le kick-off ce mois-ci, ça va être un turmoil. Les règlements, c'est 2 équipes qui commencent. Lorsqu'une est éliminée, il y a une nouvelle équipe qui arrive pour continuer le combat, puis ça continue jusqu'à temps que toutes les équipes soient éliminées et qu'il y ait un seul vainqueur. Puis, le gagnant de ce combat-là vont affronter The Shield plus tard dans le pay-per-view pour les ceintures par équipe. Alors, je sais pas toi ce que t'en penses, mais ce genre de combat, ça ressemble à du Teddy Long. Tout craché, pur jus. Non? Non? Ben, déjà, c'est un combat par équipe, mais éliminatoire si on veut, donc... peut-être une variation un peu des Survivor Series. C'est le genre un peu démagogique du je donne sa chance à tout le monde et puis vous vous débrouillez. C'est pas ça a fait penser à ça. Ben déjà, je vais dire les équipes. Il va y avoir les Primetime Players, les Usos, Ton of Funk, les Real Americans et 3MB qui vont être Heath Slater et Jinder Mahal. Alors, selon moi, ça va être soit les Real Americans, soit les Usos. Honnêtement, bon, j'ai pas envie de faire ce commentaire, donc je le ferai pas. Mais je ne pense pas que ce sera les Primetime Players. Pour des raisons purement gimmick, je les vois pas aller où que ce soit actuellement. Ben moi, mon problème à dire que les Real Americans, il y aurait une chance, même si c'est l'équipe qui est sur papier la plus forte présentement, c'est que c'est des Heels, puis ils affronteraient The Shield qui est aussi des Heels. Donc... Ouais. C'est pas faux. Donc c'est pour ça que moi j'hésitais entre les Usos et les Primetime Players, parce que déjà on disait que les Primetimes, il y aurait une chance de gagner la ceinture il y a déjà un an. Donc est-ce que ce serait le bon temps pour faire revivre l'expérience, ou on ferait mieux d'y aller avec les Usos qui eux aussi ont eu un bon push dans les derniers mois? Bah moi j'irais plus les Usos parce que vu qu'ils ont été un peu comment on dit push to the moon, c'est bien simple de les mettre vers le sommet très rapidement et puis de plus rien en faire après. D'ailleurs, on verra plus tard que c'est le cas d'un lutteur qui se retrouve là en milieu de carte. Et quand j'ai regardé la carte de plus près avant-hier ou hier, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Enfin, on va voir ça après. Pour moi, ce sera... Ouais, pour moi, ce sera les Usos, mais enfin, les Real Americans, ce serait bien qu'ils en fassent quelque chose un jour. Mais peut-être après, mais là, je vais pas donner ma prédiction pour plus tard, mais disons que le Shield, ils vont perdre les ceintures dans un mois ou deux, par exemple. Puis, ça serait des babyface qui gagnent. Donc, on pourrait avoir les Real Americans qui pourraient partir à la course pour ceinture. Parce qu'en parlant des Real Americans, il y a eu des house shows à Montréal, je crois, il y a quelques jours. À Montréal, c'était Antonio Cesaro contre Sami Zayn. Et je sais pas si t'as vu, apparemment, le public, ils ont pas mal apprécié le match. Oui, ben déjà, on en parlait dans des très bons commentaires positifs. La foule, j'ai vu des vidéos, puis la foule était en feu. Ils criaient les holé. Oui, mais ça, c'est... comment dire, c'est le passif de El Generico, ça. Oui, mais ça l'a jamais quitté non plus.
Mais enfin, j'espère, c'est le genre de fun que j'espère voir à l'avenir. Parce qu'Antonio Cesaro, mine de rien, il y a une gimmick qui marche pas trop mal. Sami Zayn, j'espère qu'ils vont faire quelque chose vraiment avec. Mais parce que moi, c'est un lutteur que j'adorais sur le circuit indépendant, le Generico. est-ce que tu as vu son combat à NXT il y a environ 2 ou 3 semaines? C'était un 2-3 contre Antonio Cesaro. Non, mais je vais le noter parce qu'il faut que j'aille voir ça après. Hein. Un 2-3 avec Antonio Cesaro, c'était très très bon. Ok, eh ben écoute, je l'ai noté sur mon bloc-notes à côté. Mais... Dès que des prédictions sera fini, je vais foncer le regarder. Juste pour finir la parenthèse avant de donner ma prédiction, ce serait justement intéressant que lorsqu'il va arriver dans le roster principal, Sami Zayn, il y ait des combats avec Antonio, parce que vu que l'émission est pas diffusée aux États-Unis, NXT, ce serait bien de le faire voir à un plus grand public. Et en plus, il y a une chose qu'il faut savoir, il me semble, je vais vérifier entre temps, que les deux ont eu quelques matchs ensemble sur le circuit indépendant. C'est pas impossible. Donc je pense, ah oui, mais je suis quasiment sûr. Comment il s'appelait Cesaro sur le circuit indépendant? Merde, j'ai un trou de mémoire. C'est lâche. Oui. Mais apparemment... Ah, zut, j'aurais pu me souvenir son nom. Claudio Castagnoli, voilà. Punaise, c'est pas vrai, ça. Ah, on va vérifier ça. Mais apparemment, il me semble qu'ils ont eu... Oui, en 2007. Mais je regarde sa page d'autres noms qu'il y a eu, puis des noms assez étranges. Ouais, je sais. Enfin, moi, c'est plus que Claudio Castagnoli que j'avais en mémoire. Mais juste pour le dire à ceux qui écoutent, il y a eu Tenchi Takami, puis surtout Very Mysterious Ice Cream. Crème glacée très mystérieuse. Ah ouais, effectivement, ouais. C'est le nom le plus étrange que j'ai jamais pu voir. Ouais, effectivement, c'est particulier. Mais bon, donc j'espère que quelque part, la première rivalité de Sami Zayn, ce sera contre Cesaro. Je pense qu'ils ont l'habitude de bosser ensemble et ça pourrait permettre aussi de le lancer à un public plus vaste, on va dire. Donc, vu que toi, tu as dit les Usos, je vais décider de faire un peu différent. Je vais prendre pour les Primetime Players. Ouais. Enfin, je vais pas rentrer dans le débat. Non, je sais où ce que tu vas en es, mais c'est surtout ce que je vois pas d'autres équipes. Voilà. C'était les deux choix que j'avais possibles. Mais honnêtement, je vais dire, dans toutes les équipes qu'on nous propose là, il n'y en a aucune que je vois vraiment avoir un avenir... Il y a une équipe qui, selon moi, avait vraiment du charisme et que le public, je pense, aimait pas trop mal. C'était Crime Time. Je sais pas si tu te souviens. Moi, je m'en souviens très bien, ouais. Et je pense qu'ils ont coupé les ailes trop rapidement à cette équipe et ça s'est cassé la gueule. Je pense que s'ils le remettent maintenant, ça pourrait faire quelque chose de bien. Oui, déjà, on voit JTG est encore sous contrat, mais on le voit jamais. Ouais. Surtout que si tu veux faire une équipe d'Afro-Américains un peu décalée, Crime Time, pour moi, c'était vraiment parfait. Mais... Que ce soit en face ou en semi-heel, on va dire, c'est une équipe que j'ai... Dans le ring, ils n'avaient pas non plus une présence exceptionnelle, mais d'un point de vue du personnage, moi, ça m'amusait pas... Ça m'amusait quand même pas mal. Ouais. Oui, il était divertissant. Mais juste faire une dernière parenthèse avant de passer au prochain combat. Oui, je suis d'accord qu'il n'y a aucune des équipes qui pourrait vraiment être des champions sur le long terme, mais peut-être que ça pourrait être des champions de transition. Oui, bien sûr. C'est aussi ça qu'il faut voir. Donc, ensuite, un fameux combat handicap éliminatoire entre CM Punk contre Curtis Axel et Paul Heyman. Ouais. Bon. Quelque part, je vais être méchant, mais il serait temps que cette rivalité entre Paul Heyman et CM Punk finisse. Parce que personnellement, j'en ai un peu marre de voir ça. Ben, c'est probablement le dernier point aussi, parce qu'il y a eu la rivalité avec Brock Lesnar, donc c'est normal peut-être qu'il essaie d'aller vers le dernier poulain pour essayer de détruire Paul Heyman du tout. Oh, avec Heyman, faut jamais crier victoire. Non. Crier victoire. Mais... Il y a juste l'échec qui n'arrive jamais à bonne destination. Sinon, il rebondit toujours. Oui, il est rusé. Mais est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange dans ce combat-là? Ah oui, c'est que c'est un handicap éliminatoire. Non, c'est pas ça que je voulais amener. Mais... Ah, même pas. Moi, déjà, le concept, je le trouve totalement débile. Ben déjà, le nom du pay-per-view, c'est Night of Champions. Le concept, c'est que toutes les ceintures devraient être défendues ce soir-là.
Et c'est ouais, je suis d'accord, c'est le seul combat où il n'y a pas un champion dedans. Cortés Axel, il est le champion intercontinental, mais la ceinture est pas en jeu. Ouais. Non, mais j'essaie juste de dire que c'est eux autres même qui ont dit que le concept, c'était que toutes les ceintures étaient défendues ce soir-là, mais elle sera pas. Ah ouais, c'était pas pour toi, hein, c'était pour ceux qui ont scripté ce match, quoi. À la limite, tu le mets pas, et puis c'est un combat que tu mets le lendemain à Raw. Mais le problème, c'est que CM Punk, il est devenu bankable depuis quelques années. Ouais. Sans faire vendre non plus énormément de pay-per-view, il y a quand même quelques personnes qui achètent les pay-per-view et des tickets pour aller le voir. Donc, quelque part, il fallait le caser. Puis, d'après moi, si la ceinture est pas en jeu, c'est parce qu'il veut faire gagner CM Punk, mais sans lui donner la ceinture. Ouais, je pense aussi. Parce que quelque part, ce serait ridicule de donner le titre intercontinental à CM Punk. Mais j'ai aussi un autre scénario en tête. Premièrement, il doit éliminer Curtis Axel au début pour pouvoir avoir Paul Heyman. Puis, comme Paul va être tout seul sur le ring, ça serait le bon moment pour présenter son nouveau protégé qui va se faire connaître ce soir-là. Bah écoute, moi mon pronostic c'était Punk allait éliminer Curtis Axel et qu'il allait avoir une intervention de Lesnar, tu vois, après, sans mentir, hein. Moi je vois pas Punk remporter, tu vois, 2 matchs d'affilée. Moi je le voyais gagner par disqualification justement parce qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver qui est pas déjà dans ses rangs. Ok, donc on est plus ou moins d'accord sur ce qui va se passer, mais pas sur le vainqueur du match. Ok. Le championnat des divas, c'est un combat des 4 coins entre Naomi, Brie Bella, Natalya et AJ Lee. Excuse-moi, mais je baillais. Donc... Non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est le match qui à ce moment-là, il va pas falloir piquer du nez parce que c'est... Donc... Bon, je dois avouer, attends, j'en ai pour vraiment quelques secondes, je dois avouer que à SummerSlam, c'était Natalya contre Brie Bella, je me suis pas ennuyé tant que ça. C'est déjà un bon signe pour la division parce que je sais que toi t'es pas vraiment fan non plus. Bah à la limite ce genre de match pour moi ça incarne le concept du better, plus c'est fait plus de personnes sur le ring, ça fait pas forcément un meilleur match. Je pense que si tu coupais Brie Bella et Naomi, tu faisais juste Natalya contre AJ Lee et ça faisait un match très bien comme ça. Moi ce que je me dis c'est qu'avec le speech que AJ a fait récemment, la bonne entente des 3 autres va pas durer éternellement parce que, premièrement, elles vont toutes vouloir la vaincre par elles-mêmes pour gagner la ceinture, donc elles vont finir par se chicaner entre elles, puis c'est là qu'AJ va pouvoir en profiter. Oui, bien sûr. Moi, je pense... ça, ça paraît être essentiel. Mais, encore une fois, c'est un match qui a plus ou moins été booké par la force des choses et de l'émission Total Divas. Mais est-ce que tu t'attends à voir les 3 nouvelles amies d'AJ pendant la soirée? Alicia Fox, Layla et Aksana. Déjà, elles l'ont aidé lundi dernier. Donc, je sais pas. Je t'avoue que depuis qu'ils ont démarré cette émission Total Diva, je sais pas, je trouve qu'il y a des choses vraiment très bizarres. Déjà avant, ça tournait un peu guimauve en fait. Et je sais pas, je trouve que ce truc-là, il y en a beaucoup qui aiment bien. Personnellement, j'ai regardé le premier épisode, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit... C'est comme dans les Simpsons, où à un moment où Homer Simpson, son cerveau lui dit « Tu peux rester là, mais moi je m'en vais ». Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Ou les singes avec les cymbales. Oui, mais carrément, le cerveau est sorti. Donc, je l'ai retrouvé par terre, il n'a pas pu aller bien loin. Il était pas trop sale? Un petit peu quand même. Bon, tu prends une lingette pour nettoyer les lunettes, tu mets un coup de propre dessus, et puis c'est bon. Ok. C'est bon à savoir. Mais ouais, donc ça t'arrive, oui. Mais personnellement, allez, je vais me risquer un pronostic et AJ Lee conserve son titre et ce serait pas plus mal. Moi aussi, j'espère que c'est elle qui va la gagner parce que je suis pas vraiment intéressé à voir les autres tout de suite gagner. Surtout que Naomi, on la connaît surtout pour être une des Funkadactyls. On la voit pas souvent sur le ring. Je verrais pas pourquoi qu'elle pourrait gagner la ceinture tout de suite. Et puis en plus, Brie Bella, sa sœur... elle est blessée actuellement, il me semble. J'avais vu ça quelque part. Elle est encore blessée à la jambe, on sait pas quand elle va avoir fini sa physiothérapie. Donc, quelque part, l'intérêt d'avoir l'une des jumelles qui est le titre, c'est qu'il y ait de la triche avec l'autre jumelle. Oui, justement, ça serait là l'intérêt principal.
Donc si l'autre jumelle elle est pas en position. Oh là 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 là. Non mais moi je suis très fatigué là. Je t'assure. Si elle est pas en forme pour lutter ou même remplacer pour faire une triche, je vois pas l'intérêt du truc. Donc il resterait seulement Natalia de viable pour le moment, mais... Enfin, et Natalia, faut dire comment ils l'ont booké aussi avec le Great Khali pendant quelques mois. Ouais, ça fait baisser la crédibilité de beaucoup. Oui, personnellement, je voyais ça, j'avais mal pour elle, quoi. Je me dis, mais après l'histoire des flatulences, ils le mettent avec le Great Khali, quoi. Ouais, ils détruisent un peu la dynastie de la famille. Oui, pas qu'un peu. D'ailleurs, faire une parenthèse, il y a une interview de Bret Hart avec Jim des Anvil Neidhart. Tu l'as pas vu il y a quelque temps, non? Non, je n'ai même pas entendu parler. Je t'enverrai le lien, c'est très triste, hein, très triste. Ok. Apparemment, je pense qu'il est très malade, Jim Neidhart, et... Enfin, il y en a qui disaient que c'est la drogue. Personnellement, je pense que j'avais lu il y a quelques années qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Ah, j'étais pas au courant. Écoute, j'ai pas pu supporter plus de quelques minutes. Même si Jim Neidhart il faisait des blagues assez lourdes. En général, j'aime bien un peu l'humour lourdingue. Ouais, le bon état d'esprit. Ouais, là, le voir comme ça, je t'assure que ça m'a... Oh, punaise. Enfin, c'était juste une parenthèse, je te donnerai le lien en privé, c'est... Enfin. J'étais pas au courant. Donc, on va changer de sujet. Ouais. Là, c'est un combat qu'on n'est pas certain qu'il va arriver ou non, parce que hier, j'ai vu que ça circulait sur quelques sites. Aujourd'hui, c'est complètement disparu. C'est le championnat des États-Unis entre Dolph Ziggler et Dean Ambrose. Donc, on va le faire seulement au cas où ça arriverait. Ouais, et aussi pour le fun, si ça arriverait pas. Donc, tu verrais qui va remporter. Bah, déjà, il n'y a pas quelque chose qui te choque. La rapidité à laquelle ça a été développé. Ouais, mais moi, c'est même pas ça qui m'embête. Parce que bon, avec la WWE, et même avant avec la WCW, t'as un peu l'habitude du fait qu'ils changent d'avis comme de chaussettes, et que dans l'heure qui suit, ils se disent, bah finalement, on va faire un match dans l'urgence. Mais Dolph Ziggler, il était pas parti pendant un moment pour gagner le titre avec... Après, il y a eu sa commotion cérébrale et compagnie. Mais déjà, moi, il avait gagné la ceinture, ils l'ont laissé sur lui pareil malgré la blessure. Après, il l'a perdu assez rapidement au retour. Et pourquoi maintenant il se retrouve en milieu de carte? Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est pour le punir parce qu'il avait parlé en mal un peu de la façon que la compagnie dirigeait les affaires, donc ça pourrait être une punition. Dans ce cas-là, il aurait fallu punir aussi un tas de personnes par le passé. C'est un monde très particulier, la WWE, je sais bien. Tu sais que c'est double standard, ouais. Parce qu'il y a quand même des choses assez exceptionnelles, hein, entre Michaels qui perd son sourire, qui s'en va, qu'est-ce qu'il y a eu aussi de rigolo, Austin du jour au lendemain qui décide qu'il va pas faire le job contre Brock Lesnar. Voilà, et puis qui s'en va, enfin, t'en as des tas comme ça. Récemment, comment il s'appelle aussi, Jack Swagger qui se fait arrêter aussi. Pas longtemps avant d'avoir son combat WrestleMania. Voilà. Ça fait une tonne de mauvaise publicité pour la compagnie. Résultat, il donne un gros push. Donc, t'as des choses comme ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi là, il se retrouve vraiment au milieu de carte, alors... C'est peut-être aussi que c'est peut-être quelqu'un en coulisses qui est pas adepte du copinage et des jeux de politique. Et du fait de voir qu'il est un peu tout seul, c'est peut-être plus facile de le taper sur lui et de mettre en milieu de carte. Oui, parce que déjà, comme la clique, par exemple, c'était un gros groupe qui était soudé, donc c'était plus difficile d'essayer d'en faire mal à un parce que les autres allaient supporter, c'est certain. Voilà, c'est un peu ça que je voulais parler, mais enfin, bon, même à la limite, le match n'a pas vraiment d'intérêt en lui-même, parce qu'on se doute bien que c'est Dean Ambrose qui va garder le titre. Oui, déjà, surtout avec ce qui se passe présentement avec Triple H, puis le Shield qui est un peu en position de force, je pourrais dire, ça serait mal vu qu'ils perdent les ceintures. Enfin, mais ça me rappelle l'équipe de Bradshaw et Farouk. Ah, zut, j'ai encore perdu le nom. T'as la mémoire. Les Acolyte Protection Agency. Les Acolytes, oui. Moi, j'aimais bien cette équipe. Hein. Je sais que je l'ai dit la fois passée, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de devenir les Acolytes du nouveau régime à la WWE. Les Acolytes, c'était plus un peu, tu nous payes, on va aller te défendre comme garde du corps, tandis que le Shield, je les vois plus un peu comme les... c'est la barrière de Triple H. Voilà, je vais dire c'est un peu plus la même chose, mais en corporate, on va dire. En gratuit, ouais.
Donc, Ouais, non, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est Dean Ambrose. ouais, c'est sûr que présentement, je le vois pas perdre. Surtout, comme on avait dit plus tôt avec CM Punk, ça serait de reculer, de lui donner la ceinture. Donc, les championnats des États-Unis, tout dépendamment de qui t'a sélectionné plus tôt, contre Seth Rollins et Roman Reigns. Non, c'est championnat par équipe, Mike. Ouais, les championnats par équipe. Je crois. Ouais, enfin. Championnat par équipe. J'avais suivi. Bah, de toute façon, est-ce que tu vois... C'est ça qu'il faut voir, en fait, la perspective. Est-ce que tu vois vraiment le Shield perdre les ceintures par équipe? Non, ben, je vais donner la même réponse que je viens déjà de donner. Si le Shield perd les ceintures, le groupe aurait l'air moins puissant à côté de Triple H présentement. Il faudrait attendre un peu avant de les faire perdre. Donc, personnellement, je pense que, à la limite, peu importe qui ils vont mettre comme adversaire, ou peu importe qui va gagner le kick-off plutôt, ça n'aura aucune espèce d'importance. Non, c'est clair. Pas tout de suite. Peut-être dans 2 mois, quand que l'histoire avec Triple H va diminuer, peut-être là, ça va être le temps de les faire perdre, mais pas tout de suite. On en parlera après. Moi, je pense que c'est un plan un peu plus large qui va s'étaler bien plus loin que quelques mois. Ben, je serais pas déçu que ça dure plus longtemps parce que j'aime ce qui se passe présentement dans la compagnie. On en reparlera tout à l'heure Ouais. pour le main event, ce sera l'occasion de développer. Mais enfin, moi, c'est le Shield qui conserve les ceintures. Ouais, moi aussi, je vois ça. Donc, le championnat du monde, c'était l'aspirant que j'aurais aimé voir le mois passé, donc je suis content que ça arrive là, entre Rob Van Dam contre Alberto Del Rio. Alors, je vais te choquer, mais Alberto Del Rio, il serait temps qu'il perde sa ceinture. Et j'aimerais que ce soit Rob Van Dam qui prenne le titre. Ben, tu ne me choques pas du tout, parce que moi aussi, je suis... Ah, d'accord. Je sais pas si tu le savais, mais je suis déjà un fan de Rob Van Dam depuis, je pense, que je l'ai vu à l'Invasion en 97, l'Invasion originale, je parle de la ECW. Ah oui, la première invasion, ouais. Oui, d'accord, oui. Ok, je croyais que pareil, l'invasion de 2001. Non, je parle de l'original de 1997. Ok. Moi, je pense que ce serait bien d'avoir Rob Van Dam comme champion. Pour une seule chose, former les nouveaux arrivants derrière. Il y a des gens derrière qui ont des capacités athlétiques peut-être pas aussi proches que ce que Harvey faisait à la belle époque, mais ce serait bien de mettre des adversaires, tu vois, qui sont peut-être pas forcément vraiment dans son style, mais qui ont des vraies capacités athlétiques. Bon, Del Rio, c'est quand même quelqu'un qui est mobile sur un ring, ça c'est sûr. On peut pas le nier, ouais. Mais je pense que ce serait bien, il y a un truc que j'aimerais bien, mais faut voir un peu comment ils vont tourner ça. Ce serait par exemple une petite rivalité contre Adolf Ziggler ou Antonio Cesaro, ou tu vois, des gens qui savent quoi faire sur le ring, mais il leur manque justement l'expérience d'avoir un gros bonnet en face d'eux. Oui, ça aussi, mais même on pourrait aller voir des combats qui seraient intéressants comme CM Punk contre Van Damme. Moi, je serais intéressé à voir ça. Oui, pareil. C'est le genre de truc qui me ferait bien plaisir. Mais pour toi, Ricardo Rodriguez, est-ce que tu trouves pas ça étrange qu'Alberto Del Rio, ça semble pas lui déranger plus que ça, qu'il soit retourné dans le cadre de son adversaire? Si, c'est pour ça que je serais pas surpris qu'il triche et que ce soit un plan prévu de longue date ou... Enfin. Je sais pas quoi en penser, parce qu'au début, je me serais dit, si Alberto aurait été plus dérangé, peut-être que Ricardo aurait pu se distraire au maximum pour donner une chance à RVD de gagner. Mais là, vu qu'il a l'air de s'en foutre carrément... ouais. Non, mais pour moi, ça change de rien. Je vais dire Rob Van Dam, pas vraiment par réalisme, mais par envie. Ça arrive souvent que je sélectionne ce genre de cas de figure. Parce que vraiment, Del Rio, je vois pas... Enfin, il a eu sa chance pendant un petit moment. Je dis pas le contraire, c'était un règne qui était assez agréable. C'est pas le règne le plus non plus... Ben déjà, son face turn, ça l'a diminué un peu parce qu'il était déjà quand même fort dans le rôle des méchants, mais là, en babyface, il n'a pas vraiment retenu l'attention, donc ça a été un ralentissement carré pour lui plutôt que de continuer dans la même voie. Bah en fait, en babyface, je sais pas si t'as compris un peu le parallèle qu'ils ont voulu faire, mais ils ont voulu en faire un nouveau Eddie Guerrero quasiment, quoi, au tout début. C'était plus ou moins le latino-américain qui triche, quoi. Oui, parce qu'on sait que déjà, premièrement, l'heure numéro 1 du côté latin, Rey Mysterio, il est toujours blessé. Et à mon avis, Rey Mysterio, on le reverra plus du tout, j'ai l'impression. Non, mais il revient, il se reblesse aussi rapidement. Il est plus aussi résistant qu'avant. Ensuite, il y avait Sin Cara qui voulait faire quelque chose avec lui, mais on sait que ça n'a pas tourné comme prévu. Ouais. Puis, mais donc, c'est parce que je sais que la WWE veut attirer le marché
mexicain le plus possible. Ça prend pour ça une figure emblématique. Puis un méchant pour une figure emblématique, ça marcherait pas. Enfin, pour l'histoire de Sin Cara, c'est un peu le problème de la WWE. Tu signes pas quelqu'un qui est une énorme star internationale, que ce soit dans son pays ou au Japon. Tu lui mets juste un masque et puis tu dis allez hop, c'est bon, tu vas dans le ring. Ben non. Quelque part, tu passes du temps à le former aussi. Je sais pas, à la FCW ou des choses comme ça. Tu passes du temps pour préparer son personnage, surtout si tu veux en faire quelque chose. Mais surtout que la WWE a pas d'excuse parce qu'elle a son club d'entraînement, elle a NXT pour le développement aussi. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire qu'il n'y a pas de place pour l'entraîner avant. Et c'est pour ça que j'ai jamais compris. Enfin, c'est pour ça que quand le personnage a fait un flop, quelque part, fallait s'y attendre aussi. Ouais, mais j'aurais quand même aimé ça que ça fonctionne mieux parce que les Cruiserweights, d'habitude, je les aime beaucoup, donc j'aurais pas été contre un regain de la catégorie. Ouais, pareillement. Mais enfin, je suis pas étonné, tu vois, que ça se soit fait comme ça. Non, mais peut-être plus tard qu'ils vont trouver un autre lutteur qui va être capable de combler l'espace aussi. Ouais, donc, pour en revenir au combat, pour Rob Van Dam, son contrat, on sait qu'il est court. Est-ce qu'il pourrait signer une extension? J'aimerais ça. Mais ça l'empêcherait pas qu'il pourrait gagner quand même la ceinture, même si c'est pour une courte période de temps. Ouais. Donc moi, je te dis, ça me dérangerait pas plus que ça. Bien au contraire, si ça peut derrière permettre de former quelques petits jeunes qui montent, moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Ben déjà, c'est le but aussi de vouloir créer la prochaine génération. Pour ça, il faut prendre des lutteurs déjà établis. On peut pas enlever ça à Rob Van Dam. Déjà, il y a eu le règne le plus long pour le champion de la télévision à la ECW. Donc... Puis je prends toujours un peu comme cas de figure Terry Funk qui gagne le titre CW. Ça a permis derrière aussi à énormément de jeunes lutteurs derrière qui poussaient de se faire connaître et d'avoir aussi leur chance. Oui, parce que même si déjà Terry Funk était quand même assez âgé quand il a gagné cette ceinture-là, il était une légende malgré tout, donc une victoire contre lui, ça aidait forcément à attirer l'attention. Et même à la limite, celui qui perdait contre lui, bah le gars sur son CV, avoir un match en main event contre Terry Funk, oui, c'est bon aussi, quand même. Ah oui, ça se prend. Ouais, c'est sûr que tu refuses pas ça. C'est comme si quelqu'un dirait non à un combat contre l'Undertaker. Ou Ric Flair, voilà. Donc, t'étais prêt pour le main event? Bah oui, là je pense que ça va durer quelques minutes parce que c'est pas que ce soit compliqué, au contraire, hein, je pense que c'est très simple. Non, c'est intéressant aussi tout ce qui se passe au travers de ça, puis ça va être la chance justement pour Daniel Bryan de se venger du SummerSlam contre Randy Orton. Enfin, la chance, ça reste à voir. Hein. Oui, mais déjà, parce qu'il n'y a pas eu aucune opportunité de se défendre au SummerSlam. Donc là, ça va être un combat organisé plus longtemps d'avance que juste 30 secondes pour se préparer. Oui. Mais bon, le résultat en lui-même, c'est très simple, c'est Orton qui conserve son titre. Oui, parce qu'il est trop tôt encore, la rivalité débute. On a le nouveau régime McMahon-Hensley qui fait seulement que commencer. Je suis sûr que, comme tu disais plus tôt, ça va durer encore longtemps. Ils ont plusieurs plans pour nous. Parce que justement, le plus de difficultés que Daniel Bryan va avoir à conquérir la ceinture, le plus grand que la réaction du public va être. Parce que personnellement, je le vois pas gagner le titre avant... Allez, au minimum le Royal Rumble. Donc dans 4-5 mois, ouais. Voilà. Le temps de faire monter un peu la sauce et le faire en sorte qu'il fasse son WrestleMania en tant que champion, mais pas un match de 18 secondes. Non, il faut pas, parce que c'est déjà insultant pareil. On a un talent comme Daniel Bryan, on le fait lutter seulement 18 secondes, c'est ridicule. Ah mais la fois là, il fallait du temps aussi de pay-per-view pour John Cena contre le Rock. Mais quand même, c'est un pay-per-view de 4 heures aussi. Bah oui, mais c'est la WWE, hein. On te fait venir des rappeurs pour faire des chansons, alors que franchement, je suis persuadé que t'as 70% du public qui s'en ont rien à cirer. Non, c'est sûr, on est là pour voir le gala. Mais à côté de ça, bah, on te met 18 secondes pour un match... Enfin, quoique c'était contre Sheamus, et Sheamus, je préfère qu'il lutte que 18 secondes. Ok, ouais, non, je suis d'accord là-dessus. Mais toi, le nouveau régime McMahon-Helmsley qu'on avait vu en 99, est-ce que tu préfères la version d'aujourd'hui? Non, je préfère totalement la version de 99. Bah, déjà, t'avais quelqu'un
j'ai rien contre Daniel Bryan, au contraire, mais je pense avec quelqu'un beaucoup plus charismatique en face. T'avais quand même Steve Austin. Ouais. C'est la génération où t'avais aussi le Rock. Donc, quelque part, c'était pas non plus... Et puis, c'était aussi l'époque de la compétition avec la WCW. Donc, tu mets tout ça bout à bout, tu peux pas rivaliser avec ce qui se passe actuellement. Parce que déjà, c'est pas possible. Le contexte en lui-même... Non, c'est sûr que le contexte n'est pas le même, mais pour le moment, je trouve que c'est quand même ce qu'on a eu de mieux côté histoire à long terme depuis plusieurs mois, peut-être même années aussi. Après, il faut voir aussi comment ils comptent finir cette histoire. Parce que la WWE, tu sais très bien que généralement, ils ont des plans à super court terme pour que leurs actionnaires soient heureux, mais le reste, ils s'en foutent. Ou bien surtout, avant, ils étaient capables de faire du long terme, donc s'ils voudraient, ils pourraient, parce que... Ils peuvent aussi, regarde CM Punk a gardé le titre pendant 340 jours, je crois, de mémoire. C'était pas 434 ou quelque chose comme Ouais, ça. enfin bref, oui, pendant plus d'un an. Donc ils sont capables aussi de voir à long terme et de voir aussi ce qui fait aussi la crédibilité d'un champion et ce qui fait aussi en sorte que les gens achètent des pay-per-view. Et encore cette histoire avec CM Punk avec les pipe bombs, je pense qu'ils ont géré ça avec les pieds. Parce que CM Punk, tu le voyais pas pendant un mois. Puis arrivé, il faisait juste... On va faire un parallèle, hein, comme Scott Hall qui vient pour parler dans le micro et puis qui s'en va. Tu faisais juste ça une fois de temps en temps pour dire au fait, oublie pas, hein, j'ai la ceinture. Oublie-moi pas. Pour faire... Ou juste, il passe, il fait un coucou à la caméra, puis il dit genre Sally Randy, si c'est Orton qui a la ceinture, tu vois. Puis juste, il s'en va. Ouais. Et puis, enfin, moi je pense qu'ils auraient vraiment pu gérer ça sur le plus long terme, et ça aurait été pas plus mal, parce qu'il y a des moments où tu te demandais où ils allaient avec ça. Mais moi, ce que je me demande, c'est ce qui se passe surtout avec Vince, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc... Ouais, je pense que Vince, c'est la dernière storyline dans laquelle on va le voir. Ouais, ben il approche des 70 ans, je pense, il y a 69, je pense. Quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'il sera pas sur la route tout le temps. Déjà, il a passé sa vie entière sur la route, il mérite de se reposer un jour. Par contre, il y a une chose que je ne veux plus voir à la WWE, c'est Stephanie McMahon. Je ne veux plus la voir. Mais pourtant, tu vas l'avoir encore longtemps, par contre. Écoute, franchement, il y a des actrices de sitcom françaises ou même polonais qui jouent mieux qu'elle. Elle sait pas jouer la comédie, elle a aucune présence devant la caméra, c'est une horreur. Et il y a eu un segment il y a quelques temps à Raw, je me souviens plus lequel. J'ai trouvé ça tellement pourri que pendant 3 semaines j'ai pas regardé. Wow, Ah oui, c'était vraiment... Pour un segment? Ah oui, pour un segment. Ça m'a tellement gonflé de voir ça. C'était même pas l'histoire en elle-même, hein. C'était la façon dont... Oh, tu dis, mais c'est pas possible. Je sais pas, tu te fais des millions par an. Tu peux pas prendre quelques cours de théâtre ou d'art dramatique. Ça va te coûter quoi? Ouais, ben, ouais, elle a l'argent, c'est sûr. Bah oui, en plus c'est la compagnie qui paye, c'est pas soit elle. Ben, elle serait capable quand même. Mais je sais pas, je serais dans la WWE, on me dit, on va te mettre sur le devant de la scène. Première chose que je demande, c'est, bah, faites-moi faire des cours d'art dramatique, que au moins je passe pas pour un débile à l'écran. Ou alors, si on me donne un rôle de débile, bah, je vais donner mon meilleur pour paraître pour un débile. Tu vois. mais déjà, c'est les McMahon. Oui. Ils ont une espèce d'assurance tellement forte que les autres ils s'en fichent un peu, là, que ça ressort pas à la perfection. Ouais, bien sûr. Enfin, moi je trouve ça un peu dommage. Le fait qu'on te met sur le devant de la scène et que, ben. Ça me rappelle. Enfin, je vais pas faire un parallèle, hein, mais c'est un peu comme quand tu fais revenir le Rock il y a 2 ans, où son speech il l'écrit dans sa main parce qu'il a peur d'oublier. Tu vois, c'est quelque part, t'as un acteur ou tu es un rigolo. Oui, mais des fois, les acteurs ils ont des grosses pancartes aussi cachées hors caméra pour pouvoir avoir leur texte. Ah oui, mais entre deux prises, tu vas dire non, réalisateur, coupe. Attends, je vais noter une phrase dans la main. Attends, le mec, il va dire allez, c'est bon, tu prends la porte, voilà. Oui, tu passes à la compta, ils vont te faire ton chèque. Mais il y a un détail que j'aurais aimé qu'il se rende plus loin parce qu'il y a pas longtemps, on a appris que Shane McMahon avait démissionné de son poste. Il était resté, je ne sais plus du terme exact, mais actionnaire pour certaines parts de l'entreprise, donc il peut pas travailler ailleurs. Mais s'il aurait pu revenir, ça aurait été intéressant de le revoir rentrer dans la rivalité, peut-être
contre sa famille dans le rôle du bon. Ouais, mais je pense que tu le reverras pas avant quelques années. Non, c'est sûr. Ouais. Bon, quelque part, j'ai rien contre lui. C'est quelqu'un qui donnait plus ou moins de cœur à l'ouvrage dans ce qu'il faisait. T'avais des matchs, je crois un match contre Kurt Angle où il devait passer à travers une vitre. Oui, au King of the Ring, ouais, il tombait souvent sur la tête. Ah, il tombait 3 fois sur la tête. Bon, ça a beau être une vitre trafiquée, une vitre de cinéma, comme on appelle ça. Tomber sur la tête 3 fois, faut pas déconner. Donc c'est quand même quelqu'un qui, même s'il était pas super génial dans le ring, qui mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ce qu'il faisait. Je pense que pour ça, bon, il mérite un petit peu le respect. Mais dans la vision actuelle du truc, je vois pas où il pourrait s'intercaler. Et au contraire, si c'est pour faire encore comment dire, la figuration. Voilà, si c'est pour faire ça. Non, ça vaut pas la peine, je suis d'accord. Autant faire comme la WCW, tu restes chez toi et on te paye, et on te donne des chèques. Oui, comme apparemment la rumeur le veut, le frère de Randy Savage a été sur la liste de paye pendant 3 ans sans avoir apparu une seule fois. Oui. Enfin, entre autres, il n'y a pas que lui. Mais est-ce que tu savais qu'au début, Randy Savage avait acheté la gimmick de Gorgeous George pour son frère, mais lorsque vu qu'il apparaîtrait pas à l'émission, il l'a donné à sa blonde de l'époque? Ah non, je savais pas ça. C'est pour ça que c'est elle qui s'est retrouvée avec le nom. D'accord. Ouais. Enfin. Autre chose à rajouter sur le combat? Bah non, c'est Orton qui va garder le titre. Ce que j'espère de tout mon cœur, parce que même si le but du truc, c'est de faire de Daniel Bryan un champion viable d'ici 6 mois. J'espère qu'ils vont pas trop le rabaisser, parce que le but d'un combat de lutte, on sait tous bien sûr que c'est arrangé, l'issue est prédéterminée, on va dire ça comme ça. Il faut quand même donner l'illusion que les deux participants ont les mêmes chances de gagner. Oui, exactement, parce que si justement l'adversaire arrête pas de dire t'es tellement mauvais, tu vaux rien, t'as pas de talent, t'as rien. C'est mauvais pour lui parce que si ce gars-là qui a insulté l'autre, il gagne, il a gagné contre un moins que rien, tandis que s'il perd contre celui qui a insulté, il a perdu contre un moins que rien. Donc, il se retrouve perdant au bout de la ligne. Ça encore, c'est même pas grave que ce soit l'adversaire qui le fasse mal paraître. C'est le but, justement, de l'adversaire en tant que heel, de mal faire paraître le face. Mais ce qu'il faut, c'est pas que la compagnie le book dans des histoires débiles et qu'au bout de 3 mois, on n'en entend plus parler. Non, ouais, faut pas. Et j'espère vraiment que le but de cette histoire, c'est justement de pousser Daniel Bryan au sommet et pas de faire retomber la mayonnaise au bout de 3 semaines parce que 1, ils ne savent plus quoi faire, 2, ils prennent des mauvaises décisions, ou 3, les égos des uns font en sorte de ne pas laisser une chance à Daniel Bryan. Non, voilà. Bon, le temps va nous le dire, mais j'espère quand même justement qu'un long règne l'attend. CM Punk a prouvé qu'il était capable de tenir la ceinture en faisant bien paraître la compagnie, en donnant toujours des bons combats, puis je suis certain que Daniel Bryan serait capable de faire ça sur le long terme aussi. Oh, bien sûr, mais je pense qu'il n'est pas le seul, et j'espère que justement ça pourrait permettre de laisser derrière de la place. Déjà le fait que t'as Sheamus et CM Punk et John Cena qui soit blessé, je pense que ça laisse aussi pas mal de place. Oui, ben déjà, c'est une situation exceptionnelle. On a les 2 numéros 1 de la compagnie qui sont blessés en même temps pour une période de 6 mois. C'est pas rien, là. C'est le temps d'en profiter pour construire des nouvelles vedettes pour le futur. J'espère que ça va l'ouvrir les yeux que ces deux-là ne seront pas tout le temps là. Que c'est important de préparer une génération de relève. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, du coup. Ouais. Donc, merci d'avoir fait les prédictions. Bah, de rien, c'est toujours un plaisir. Et merci aussi aux gens de nous avoir écoutés. Et on se revoit très bientôt le mois prochain pour les prochains pay-per-view et des nouvelles prédictions. À bientôt. Allez, à bientôt le mois prochain, salut.